En 2020, James et Jennifer Faith forment un couple d'Américains venant de fêter leurs 15 ans de mariage. Mais malheureusement, un matin, alors que le couple promenait leur chien, James va recevoir plusieurs balles dans son corps et tombera au sol inanimé. Une enquête sera alors lancée et le coupable semblera être pris à son propre piège. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de James et Jennifer Faith, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire qui m'a énormément intéressée et que je trouve assez ironique. J'ai vraiment pas envie de vous en dire plus, j'ai envie que vous découvriez cette histoire au fil de la vidéo. Et voilà, donc avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors encore une vidéo par jour jusqu'à la fin du mois d'avril qui arrive très prochainement, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 2020. James Faith est un homme de 48 ans vivant aux États-Unis, dans l'État du Texas, dans la ville de Dallas, dans le quartier chic de North Oak Cliff. Et il y vivait avec son épouse Jennifer Faith, qui était âgée de 48 ans et qui était orthophoniste de formation. James, lui, travaillait pour la compagnie aérienne American Airlines en tant que directeur de la technologie. Grâce au travail de James, la famille était d'ailleurs assez aisée et ils vivaient dans la plus grande et la plus belle maison de leur rue. Ils avaient d'ailleurs une piscine et un énorme grill. Mais clairement, James avait mérité sa vie et il travaillait énormément. De plus, pendant son temps libre, il lui arrivait d'enseigner aux étudiants de la Southern Methodist University. Pour ce qui est de son couple avec Jennifer, le 8 octobre 2020, les deux avaient célébré leurs 15 ans de mariage. En fait, lorsque James avait rencontré Jennifer, elle avait une fille qui s'appelle Amber, qu'il a immédiatement adoptée et qu'il a traitée comme son propre enfant. La famille semblait alors se porter à merveille et ils avaient tout pour être heureux. Mais plongeons-nous maintenant dans la matinée du 9 octobre 2020. Ce matin-là, le couple s'est levé tôt pour aller promener leur chien dans leur petit quartier. Mais voilà, à 7h33 du matin, alors que le couple sortait à peine de leur maison, sur la rue South Waverly Drive, James va être touché par plusieurs balles et va s'effondrer au sol devant la maison de l'un de ses voisins. Les cris de Jennifer vont immédiatement alerter les voisins qui se précipiteront vers James, mais il semblait être déjà mort. Il était inanimé au sol dans une mare de sang et il semblait avoir reçu plusieurs balles dans la tête. Les secours seront alors appelés et malheureusement, James sera déclaré mort sur les lieux du crime. Jennifer, donc sa femme, sera alors interrogée par des policiers et expliquera sous le choc que tout avait été très vite. Elle et son mari venaient de sortir de la maison, on peut d'ailleurs le voir sur les caméras de surveillance, lorsque d'un coup, un homme avait surgi et aurait abattu James froidement. Jennifer dira qu'ensuite, l'homme l'aurait frappé et lui aurait attaché les poignets avec du scotch, puis se serait emparé de ses bijoux. Elle précisera aussi ne pas avoir vu le visage de son agresseur. En fait, elle dira avoir entendu l'agresseur courir vers elle et James, mais par derrière, et qu'elle n'avait pas été en mesure de l'identifier à cause de son sweat à capuche et du masque qu'il portait sur le visage. Elle dira alors aux enquêteurs que tout ce qu'elle pouvait dire avec certitude était que les yeux de son agresseur étaient noirs. Mais heureusement, les caméras de surveillance de James et Jennifer ainsi que le voisinage va pouvoir fournir à la police un peu plus d'informations. Les enquêteurs vont alors réussir à identifier le véhicule du suspect qui était une camionnette Nissan noire avec un T en autocollant blanc des Texas Rangers qui était collé au bas à gauche de la vitre arrière du véhicule. Mis à part ça, une autopsie du corps de James sera bien entendu pratiquée et il sera alors noté qu'il avait reçu 3 balles dans la tête, 3 dans la poitrine et l'une dans l'aine. L'arme à feu a d'ailleurs pu être déterminée et selon les experts, il s'agissait d'une arme de poing de calibre 45. À partir de là, l'enquête pour meurtre
sera alors ouverte et les enquêteurs vont tout faire pour essayer de retrouver la camionnette du suspect. Autre chose, c'était très important pour les enquêteurs de retrouver le mobile du crime. Alors jusque-là, on pouvait avoir l'impression que le mobile de l'agresseur avait été de voler les bijoux au cou de Jennifer, mais c'était un peu gros quand même. Se dire qu'un homme aurait abattu un autre homme comme ça de sang-froid en lui envoyant autant de balles pour être sûr qu'il décède sur le coup pour simplement voler un collier à une femme, ça paraissait vraiment improbable. Donc voilà, c'est pour ça que les enquêteurs se disaient qu'ils devaient trouver le véritable mobile du meurtre. Les enquêteurs espéraient alors que quelqu'un parle et ils vont d'ailleurs mettre en place pas mal d'interrogatoires afin de savoir si quelqu'un pouvait en vouloir à James ou avait une quelconque raison de vouloir sa mort. Jennifer, donc toujours la femme de James, sera elle aussi interviewée par plusieurs chaînes télé et dans chacun de ces interviews, elle va implorer l'assassin de son mari ou toute personne détenant des informations de se manifester. Elle dira d'ailleurs face caméra: j'espère juste qu'à un moment donné, peut-être que cette personne pourra reconnaître la gravité de ce qu'elle a fait et ressentir une sorte de culpabilité suffisamment pour se manifester. J'espère qu'un jour peut-être la personne se rendra compte de la gravité de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle m'a pris à moi et à ma fille. C'est juste dévastateur. Jennifer semblait vraiment complètement bouleversée et elle a d'ailleurs donné accès aux policiers à ses caméras de surveillance, mais aussi à son téléphone portable et elle a alors signé un accord d'extraction de données. Évidemment, dans ce genre d'enquête, dans ce genre de situation, eh bien tout le monde devient suspect. Les enquêteurs ont alors tenu à vérifier si Jennifer n'avait rien à se reprocher dans la mort de son mari. Les enquêteurs vont alors fouiller son téléphone, mais là, ils vont tout de même trouver une chose d'un peu bizarre. Ils verront que quelques mois avant le meurtre de James, Jennifer semblait avoir repris contact avec son ex-petite amie et lui avait envoyé plusieurs messages et l'avait même appelé. Cet ex-petite ami, il s'appelle Darren Robin Lopez et Jennifer l'avait connu lorsqu'elle était encore au lycée et était ensuite sortie avec lui pendant ses années à l'université. Ensuite, ils avaient rompu sans vraiment le vouloir car Darren avait dû rejoindre l'armée et avait alors été envoyé en Corée du Sud. Suite à ça, ils avaient alors tout simplement perdu contact et quelques années plus tard, Jennifer avait rencontré James avec qui elle s'était mariée. Donc pour en revenir à la fouille du téléphone de Jennifer, les enquêteurs s'étaient rendus compte qu'elle avait commencé à prendre contact avec Darren et que les deux s'étaient envoyés pas mal de messages. Clairement, on pouvait imaginer que les deux ne s'étaient pas vraiment oubliés, qu'ils étaient heureux d'avoir repris contact et que sans doute ils étaient toujours attirés l'un par l'autre. Mais voilà, début du mois de septembre 2020, si on en croyait le téléphone de Jennifer, les deux avaient subitement arrêté de se parler. Clairement, ça paraissait très étrange et on aurait dit que des messages avaient été effacés. Jennifer a alors été interrogée à propos de ça, mais elle a nié avoir eu des relations sexuelles ou quoi que ce soit avec Darren. Par contre, elle n'a effectivement pas nié avoir eu plusieurs échanges avec lui et des échanges à caractère, disons, romantique. Mais les enquêteurs étaient sûrs qu'il y avait plus que ça. Il a alors fallu de longues investigations pour enfin réussir à obtenir les messages effacés. Clairement, ils avaient eu la sensation qu'ils pouvaient contenir certaines choses d'important. Lorsqu'ils récupéreront toutes les données, les enquêteurs vont tout simplement se rendre compte que de septembre à octobre, Jennifer et Darren avaient échangé 14 363 messages et s'était appelé à plusieurs reprises. Et là, je pense qu'on peut commencer à s'y attendre, mais les enquêteurs vont découvrir que pendant un mois, Jennifer et Darren ont comploté sur la façon de se débarrasser de James. En fait, les deux semblaient vouloir se remettre ensemble et ils se sont alors dit que tuer James était au final la meilleure façon de revivre leur idylle. Elle gagnerait son assurance vie, elle n'aurait pas à vivre de divorce coûteux et donc le meurtre semblait être pour elle la meilleure façon de rompre avec James. Donc voilà, au bout d'un mois, le plan était alors selon eux parfait et c'est le 9 octobre 2020, soit le lendemain de l'anniversaire de mariage de James et Jennifer, qu'ils ont décidé de mettre leur plan à exécution. On sait alors exactement tout ce qu'il s'est passé parce que Darren et Jennifer se sont envoyés des messages tout le temps pendant la nuit du 8 au 9 octobre ainsi que le 9 octobre au matin. D'ailleurs, le dernier message de Darren a été envoyé juste quelques secondes avant que James ne soit tué. Donc, pendant la nuit du 8 au 9 octobre,
octobre, Darin est monté dans sa camionnette et a parcouru un long trajet et est parti de chez lui dans la ville de Cumberland Furnace, dans l'état de Tennessee, et a roulé jusque Dallas, ce qui représente plus de 1000 km. Il était alors arrivé dans le quartier de Jennifer et James très tôt le matin et s'était alors caché en attendant que le couple sorte ensemble vers 7h30 du matin pour promener leur chien. C'est donc comme ça qu'à 7h33, Darin aurait repéré le couple et aurait donc mis son plan à exécution en tuant James, puis en volant les bijoux de Jennifer pour tout de même donner un mobile au crime. Après ça, il serait donc reparti et aurait essayé de ne se faire remarquer par personne. Le but était qu'une fois que tout l'engouement autour du meurtre de James se serait tassé, le couple puisse enfin se retrouver tranquillement. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous, la police a retrouvé tous ces messages et le plan ne s'est pas terminé comme Jennifer et Darin l'avaient prévu. Pourtant, ils avaient mis au point un plan qui leur semblait parfait au cas où ils étaient interrogés l'un sur l'autre. Ils avaient donc prévu de dire à la police que Darin avait subi un divorce difficile et que depuis, Jennifer, son amie de longue date, l'aidait tout simplement à remonter la pente. Elle l'aidait soi-disant financièrement car le divorce avait coûté cher à Darin, qui lui avait d'ailleurs la garde principale de ses deux filles. C'était donc la raison qu'il devait donner aux enquêteurs pour justifier tous leurs échanges. Jennifer et Darin avaient vraiment essayé de penser à tout et s'étaient même fait des questions-réponses pour pouvoir à chaque fois donner les mêmes versions des faits aux enquêteurs s'ils venaient à s'intéresser à eux. D'ailleurs, dans la suite des messages lus par les policiers, Jennifer prévenait même Darin qu'au moment où le meurtre aurait eu lieu, elle réinitialiserait son téléphone et permettrait donc à la police de le fouiller pour réellement montrer qu'elle voulait coopérer. C'était donc assez dingue parce que les enquêteurs avaient, grâce à tous ces messages, une sorte de mode d'emploi du plan que Jennifer et Darin tentaient d'exécuter et ils étaient donc en plein dedans. Le truc, c'est que ni Jennifer ni Darin se doutait que les enquêteurs avaient pu retrouver les anciens messages qui étaient donc censés être effacés. En même temps, les enquêteurs vont continuer à essayer de chercher d'autres preuves matérielles, mis à part tous ces messages, et ils vont alors se rendre compte que Darin avait justement une camionnette noire avec un autocollant T sur la vitre arrière. D'ailleurs, Jennifer elle-même avait rejoint l'équipe pour essayer de retrouver le véhicule suspect et lorsqu'elle avait appris que les policiers avaient remarqué le petit T à l'arrière, elle avait envoyé un message à Darin pour lui demander de l'enlever. Mais finalement, avec tout ça, en décembre 2020, Darin va enfin être arrêtée par les policiers, soit 2 mois après le meurtre de James. Jennifer, de son côté, prendra un avocat qui déclarera qu'elle n'était absolument pas impliquée dans un complot visant à tuer son mari. L'avocat appuiera d'ailleurs le fait qu'elle avait coopéré avec les autorités depuis le début, notamment en donnant l'accès aux caméras de surveillance de la maison à la police et surtout en donnant accès aux données de son téléphone. Mais Darin, lui, va sembler ne plus du tout suivre le plan prévu et va alors dire qu'effectivement, il avait bel et bien assassiné James. Par contre, son avocat le défendra en disant que s'il l'avait fait, c'était parce qu'il croyait que James était un mari violent et que Jennifer était en danger. Darin reconnaîtra aussi publiquement qu'il avait été manipulé par Jennifer. Au final, Jennifer va faire une déclaration assez surprenante où elle va tout d'abord décrire Darin comme son seul et unique amour. Et je pense d'ailleurs que la déclaration qui va suivre, elle l'a fait parce qu'elle l'aimait réellement. Jennifer va alors reconnaître qu'elle avait effectivement manipulé Darin pour qu'il tue son mari. Elle avouera même qu'elle avait eu facile à le manipuler parce qu'elle savait que Darin vivait avec des lésions cérébrales traumatiques qu'il avait subies alors qu'il combattait en Irak. En gros, elle dira que Darin n'était donc pas tout à fait responsable de ses actes. Elle dira même que Darin disait effectivement toute la vérité et qu'elle lui avait fait vraiment croire qu'elle était en danger avec son mari. En fait, elle dira avoir créé divers faux comptes afin de se faire passer pour James, donc son mari, mais aussi pour certaines de ses amies. Avec ces faux comptes, elle envoya alors plusieurs messages à Darin pour vraiment le persuader que James maltraitait Jennifer autant physiquement que sexuellement. Elle joignait même parfois des photos de blessures qu'elle trouvait sur internet à ces messages pour que Darin soit totalement convaincue.
Je précise par contre que Jennifer a admis que son mari n'avait en fait jamais abusé d'elle et qu'il était en fait une personne très bienveillante. Donc là, ça fait déjà beaucoup. Mais Jennifer va encore faire d'autres aveux et elle a notamment avoué ce qu'elle a fait au niveau financier. Et je pense que de ce côté-là non plus, vous n'êtes pas prêts. Elle expliquera alors qu'après le meurtre, elle avait envoyé des cadeaux et de l'argent à Darin, mais pire encore, elle lui avait aussi envoyé 2 cartes de crédit qu'elle avait ensuite payées grâce à une page GoFundMe, donc une cagnotte en ligne qui avait été créée dans le but d'aider la famille de James après la fusillade. Donc en gros, des gens envoyaient leur argent sur la cagnotte pour essayer de faire un don, pour aider la famille dans tout ce qui était les frais de funérailles, etc. Mais en fait, cet argent revenait au tueur, à l'assassin de James. Mais attendez, parce que ce n'est toujours pas terminé. Jennifer va aussi reconnaître que 1 mois après le meurtre de son mari, elle avait promis à Darin d'acheter une maison dans le Tennessee afin d'y vivre avec lui. En fait, cette maison, elle comptait l'acheter avec l'assurance vie de James qui était d'une valeur de 629 000 $. Donc voilà, après tous ces aveux, Jennifer a été condamnée en février 2022 à payer la somme de 250 000 $ et 6 500 $ à la famille de James. En plus de ça, au mois de juin 2022, elle a été condamnée à la prison à vie pour avoir planifié et tenté de dissimuler le meurtre de son mari. Juste après l'annonce de la condamnation, le juge prendra d'ailleurs la parole et dira « Aucun séjour dans une prison fédérale ne pourra jamais ramener Monsieur Faith, mais cette condamnation montre la gravité des actes criminels de Madame Faith. Sa tentative téméraire d'influencer les forces de l'ordre et l'opinion publique restera à jamais gravée dans le cœur de ceux qui sont touchés par son crime monstrueux. » Pour ce qui est de Darin, la police a effectivement retrouvé à son domicile l'arme du crime, mais aussi le masque qu'il portait au moment de l'agression, mais aussi les cartes de crédit de Jennifer. Il y avait donc là toutes les preuves pour l'accuser officiellement de meurtre, mais aussi d'infraction à la réglementation fédérale sur les armes à feu. Alors, dans son cas, les choses ne sont pas aussi faciles et un procès doit alors avoir lieu parce que Darin refuse de plaider coupable et continue de dire qu'il a été manipulé et qu'il n'est donc pas responsable. Les enquêteurs continuent alors à chercher des preuves de sa culpabilité et donc pour le moment, il est simplement détenu à la prison du comté de Dallas. Voilà, c'est comme ça que se termine cette affaire pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si selon vous, Darin est coupable ou non, ou en tout cas dans quelle mesure il pourrait être coupable. Évidemment, s'il y a de l'avancement dans cette enquête ou le résultat d'un procès, je le mettrai en barre de description. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!